Bonjour à tous, quelle confiance dans la finance à l'heure du numérique. Avec nous à partir de 12h55, un ancien banquier passé à l'enseignement à Paris-Dauphine, André Lévy-Lang. Dans La révolution de la finance, acte 2, il revient sur la crise de confiance engendrée par la crise de 2008 et sur l'arrivée du numérique. 2 raisons pour le secteur de la finance de se remettre en question. Y est-il parvenu? Nous en parlerons en discussion avec notre partenaire du nouveau magazine littéraire, Aurélie Marciro. Mais d'abord, Yvan Attal repasse derrière la caméra. Après Ma femme est une actrice et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, il retrouve à l'écran Charlotte Gainsbourg dans Mon chien stupide, une adaptation libre du roman sombre et déjanté de John Fante, paru en 85, 2 ans après la mort de son auteur. Le film sort en salle mercredi et le réalisateur Yvan Attal est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Entre panne d'inspiration et crise de la cinquantaine, Henri envisage de faire table rase. Il n'arrive plus à écrire, il n'arrive plus à aimer, il n'arrive plus à baiser. La faute, pense-t-il, à ses 4 enfants et peut-être aussi un peu à sa femme. Il en est là quand arrive dans sa vie un chien mal élevé, désobéissant, têtu, égoïste, lubrique, stupide. Bande-annonce. Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Ma femme, Cécile, 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire. Elle m'avait donné 4 enfants que j'aurais joyeusement échangés contre une Porsche neuve. Car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire, tout était de la faute de mes 4 enfants qui ont ce don quasi magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur. Par cette soirée de tempête, je ne pouvais pas encore m'en douter. Tout allait basculer. Je garde stupide. Pardon? C'est son nom et ici sa maison. Stupide, c'est le chien vengeur, presque un double. Bonjour Yvan Attal. Bonjour. Qu'est-ce qu'il voit de lui dans le regard vide, amorphe de ce chien? Il se reconnaît un petit peu, sauf que ce chien est vengeur. Ce chien va le venger sur tous les plans. D'ailleurs, ce chien a une libido qui l'a plu. Ce chien va venger son ancien chien, qui était tout pour lui, mais surtout, ce chien va lui permettre de se venger de sa famille, parce que quand ce chien va débarquer dans ce jardin, c'est vraiment le hasard qui a amené ce chien ici, et je crois qu'il va vouloir le garder pour faire chier tout le monde. Comment est-ce qu'il va bouleverser le quotidien de la maison, ce chien stupide? En fait, il va devenir le meilleur copain de ce Henri, qui se sent déjà très très seul, qui abandonné par sa femme et ses enfants, qui reconnaît plus, à qui il en veut, qui sont la cause de tous ses maux, sa libido, son mal de dos, etc., etc. Donc ce chien va devenir son compagnon, ce qui est de toute façon souvent la fonction du chien quand même. Est-ce qu'il a été, ce chien stupide, le plus compliqué à trouver dans le casting? Parce que pour les acteurs, c'est pas difficile. Vous prenez votre femme dans la vie, vous la remettez à l'écran. Cette fois-ci, en plus, vous allez prendre l'un de vos fils, présent aussi dans Mon chien stupide, ce film qui sort en salle mercredi. Donc on se dit que le chien, ça a été le plus difficile à caster pour trouver cette espèce de mastodonte, cette énorme boule de poils gris Non, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. au regard vide. C'est un peu... Alors moi, je trouve pas qu'il a un regard si vide. Je trouve qu'il a un regard tellement... Alors moi, je me suis énormément attaché à ce chien. J'ai pas de chien, d'ailleurs, parce qu'effectivement, ça aurait peut-être été plus facile pour le casting. Comme ça, j'aurais fait un gros paquet à la production. Tout le monde, le chien, les enfants, peut-être ma mère, ma grand-mère, qui sait. Enfin bon, mais ceci dit, le chien, moi, je connaissais pas grand-chose au chien. Et on m'a évoqué l'idée d'un matin de Naples, parce que c'est effectivement très très mastoc. Et quand j'ai découvert ce chien, je me suis rendu compte qu'effectivement, il avait, non pas le regard, mais une attitude un peu stupide. Ça veut dire que ce nom lui collait bien, quoi. Voilà. Parce qu'il s'agit du prénom du chien, hein. Je préfère le préciser. Mon chien stupide, c'est pas que ce chien est un imbécile, c'est que c'est le nom qui lui est donné. Bon, pas pour rien non plus, mais c'est le nom qui est donné au chien. C'est à nouveau un film de vous, Yvan Attal, qui parle du couple, qui interroge aussi la famille dans celui-ci, le couple
arrivé à maturité, après quelques années de vie commune. La question n'est pas de savoir s'il y a une part autobiographique, mais quelle image le cinéma donne aujourd'hui du couple. Récemment, il y a le film de Christophe Honoré qui est sorti, Chambre 212, avec Chiara Mastroianni et Benjamin Biolay, qui, lui, traitait du couple plutôt sous l'angle de l'infidélité. C'est la loi des couples qui durent d'avoir des amants. Vous l'abordez sous l'angle de l'ennui, sous l'angle de l'usure, sur l'angle de l'habitude aussi. Est-ce que ça, c'est un sujet de cinéma qui est facile à raconter sans tomber dans la narration? Le couple est un sujet inépuisable, mais là, non seulement il y a l'usure due à la longévité de ce couple, mais il y a aussi les enfants. Et je crois que c'est surtout ça. Ça veut dire comment les enfants prennent le dessus sur le couple et qu'à un moment, on a envie qu'ils se cassent pour se retrouver à nouveau en couple. Moi, je crois que c'est plutôt ça la problématique d'Henri. Parce qu'en fait, en réalité, il n'en veut pas à sa femme réellement. Je me souviens avoir coupé une réplique du scénario qui dit « Toi, à la limite, je t'ai choisi, mais pas eux ». En fait, donc, je crois qu'il se retrouverait bien seul avec sa femme. Bon, évidemment, peut-être ailleurs, au soleil, en Italie, je ne sais pas où. En tout cas, lui, en Italie, évidemment. Mais je crois que la problématique, c'est vraiment les enfants. Et ce qu'ils font au couple. Et ce qu'ils font au couple, bien sûr. Ça veut dire, à partir du moment où ils arrivent, c'est eux les rois, c'est sacré, on peut rien dire sur les enfants, il faut s'occuper des enfants, et on n'a plus de vie. Alors surtout quand on est un écrivain comme lui, qu'on s'était isolé quelque part dans le Pays Basque pour pouvoir écrire tranquille, malheureusement il y a 4 enfants qui l'emmerdent. Alors ce livre est une adaptation, ce film est une adaptation du livre de John Fante qui a eu aussi notamment un fils, Dan Fante, écrivain lui aussi, comme son père. Écoutez-le à propos de Demande à la poussière, le livre phare de John Fante, roman semi-autobiographique paru en 1939. Écoutez-le parler de son père, de l'écriture. J'ai commencé à lire le passage de la petite Mexicaine en sandales et du jeune écrivain fauché qui voulait l'impressionner, qui voulait l'aimer et qui renversait son café sur la table. Page après page, la moindre ligne sonnait comme le cœur d'une grand-messe en latin. Sa sincérité était aussi douloureuse que dans mon souvenir. Le cœur ouvert et saignant de mon père imprégnait le roman. Ce roman était son chef-d'œuvre, écrit avant que les gros chèques d'Hollywood aient fait de lui un champion de golf et un vieux con aigri. Les gros chèques d'Hollywood. Là, pour lui, c'est moins d'ailleurs la famille qui est l'empêcheur de créer, c'est le succès que vous traduisez vous aussi dans ce film, Yvan Attal, parce qu'il doit quand même essayer lui aussi de faire signer quelques chèques pour faire vivre cette famille nombreuse. Absolument, mais ce que j'entends là, c'est vraiment des règlements de compte entre un père et un fils, en fait. Voilà, c'est ça que j'entends. Et je me souviens d'avoir rencontré les autres enfants, parce qu'il a 4 enfants. En fait, Mon chien stupide, c'est assez autobiographique d'ailleurs. Parce qu'on me demande à moi si c'est de l'autobiographie ou si ma vie est dans ce film, etc. Mais en réalité, c'est celle de Fante. Donc je me dis que c'était la meilleure façon de lui rendre hommage et d'adapter ce livre que de respecter une espèce de faux semblant comme ça de réalité. Parce que sa fille me racontait que quand il écrivait Mon chien stupide, alors qu'il déblatérait des pages et des pages sur ses enfants à se moquer d'eux, le soir, quand ils arrivaient à table, tous, il leur lisait ce qu'il avait écrit d'eux pendant la journée. Et ça donnait des grands débats et des grandes engueulades à table parce que les enfants se plaignaient de voir comment leur père les regardait. Et là, quand j'entends son fils parler de lui et lui reprocher de s'être embourgeoisé d'une certaine manière, alors que lui était un écrivain encore un peu maudit, j'entends les reproches. Mais il était fou d'admiration pour son père. Absolument, mais je pense, mais comme Fante était dingue de ses enfants, parce qu'en réalité, ce livre et ce film aujourd'hui, quand je dis
les enfants font chier, on a envie qu'ils se cassent, etc. Mais quand même, évidemment, ce personnage fait un décompte, il est content quand tout le monde s'en va, mais en réalité, quand il se retrouve tout seul, on voit bien qu'il est désespéré. En fait, c'est la meilleure façon de dire je t'aime à sa famille, quoi. L'histoire de Dan Fante, c'est aussi celle d'un fils qui a du mal à exister à côté de son père. C'est au cœur de toute son œuvre ou de ses livres à lui, et c'est ce qu'on retrouve dans le film avec les 4 enfants, mais notamment un, le surfeur, le petit dernier, qui n'arrive pas à obtenir cette reconnaissance du père. C'est la difficulté d'exister des enfants, du père, mais aussi celle des enfants. Absolument, je crois qu'il ne leur laisse pas de place, il les étouffe, ils ne sont pas ce qu'il aurait aimé qu'ils soient. Lui, l'écrivain, et il se retrouve avec une fille qui fout rien, qui sort avec un militaire bas du front. Il se retrouve avec un fils qui fume de l'herbe toute la journée, qui sort avec une stripteaseuse, avec ce dernier qui fait du surf. En fait, aucun n'écrit, aucun n'est aussi valable que lui. Et il y a cette phrase terrible de sa fille qui dit dans le film on se sent comme une rature, pour garder une métaphore presque d'écriture, on se sent comme une rature à côté de lui. Il leur laisse aucune place. Il les humilie, donc ils lui rendent bien. Voilà. Comment on fait pour permettre à ces enfants de respirer, puis de s'envoler ? Je crois qu'il faut faire surtout le deuil du père qu'on rêve d'être, surtout, en fait. Il faut admettre qu'on a le droit à l'erreur et qu'on n'est pas maître de ses enfants, qu'ils ont leur personnalité, leur libre arbitre. C'est pas parce que c'est vous qui les avez faits que ça sort de vous et que c'est vous qui êtes remis en question, en réalité. Je crois que souvent, on étouffe ses enfants parce qu'on a envie de les faire à notre image. Et que parce que c'est comme si on se voyait dans nos enfants et que c'est votre honneur qui est en jeu. Mais bon, vous les avez faits pour qu'ils marchent, qu'ils courent et qu'ils finissent par s'envoler. Il faut les laisser faire, quoi. Il faut admettre qu'ils sont totalement différents de vous. Avant d'être père, avec quelle figure du père vous avez grandi, Yvan Attal ? Moi, j'ai eu un père à qui je rends hommage dès que je peux. J'ai eu un père extraordinaire. J'ai eu un père qui venait d'un autre monde et d'une autre époque, d'un autre endroit. Pendant quelques années, j'ai eu honte de mon père. Mais assez vite, j'ai compris à quel point il était moderne, intelligent, tolérant. Et je vois à quel point, comment j'ai grandi avec lui, avec mon père et avec ma mère d'ailleurs. Comment j'ai grandi avec eux, ça veut dire... Je réalise que je suis pas du tout à la hauteur de mon père, quoi, avec mes propres enfants. Pourquoi honte de lui au départ ? Non, mais parce que, voilà, c'est mes parents venaient d'Algérie. Au moment de l'indépendance, ils sont arrivés en France. Il y a cet accent, peut-être ce manque de ci ou cela. Vous jugez vos parents. Moi, j'avais envie de faire du théâtre, etc. C'était pas le monde. Je suis jamais allé au cinéma avec mes parents. J'ai jamais échangé sur un livre, sur une pièce, sur etc., etc. C'était quelque chose. C'est un monde que j'ai refusé. Et aujourd'hui, c'est un monde qui me manque beaucoup. Boum. Et que vous retrouvez ? Silence. Non, mais heureusement, j'ai ma maman. Alors, j'ai perdu mon père. Heureusement, j'ai ma maman, mais je me rends compte à quel point. Mes parents, voilà, malgré cette éducation que je pensais qu'ils n'avaient pas, je vois comment ils se sont comportés avec moi. Je vois, je peux pas tout raconter comme ça, mais je vois bien la patience et la tolérance qu'ils avaient que je n'ai pas avec mes enfants. Mais il est question de transmission, il est aussi question de ces figures qu'on idéalise et de la réalité qui peuvent vous rattraper. Replongeons-nous 1 minute dans ce chien stupide de John Fante. Vous avez choisi un extrait justement sur cette relation très père, à propos de enfant. ce père qui reconnaît pas ses enfants, mais c'est assez drôle. Les lasagnes étaient trop cuites, la sauce avait durci sur les bords, la salade aussi semblait cuite et les zucchini réduits en purée. Je picorais dans mon assiette en observant ma femme. Son visage s'était arrondi en forme de lune, car elle avait 5 kilos de trop et suivait un régime. Mais ce soir, elle mangeait sans retenue, à grands coups de fourchette, et je l'entendais mastiquer, mais ce n'était pas le moment de la critiquer, si bien que je me suis tu. « Pourquoi fais-tu autant de bruit en mangeant ?» Elle m'a demandé.
Brusquement, je me suis senti insulté, blessé, et je lui ai lancé un regard froid. Qui était cette femme ? Mon épouse, naturellement, mais que savais-je vraiment d'elle après 25 ans de mariage ? Quelle part d'elle et quelle part de moi avaient donc hérité nos enfants ingrats ? Tous, sauf Tina, avaient hérité ses yeux, sa charpente, ses dents. Pourquoi ressemblaient-ils autant à leur mère ? Pourquoi n'étaient-ils pas petits et rablés comme leur père ? Pourquoi évoquaient-ils des employés de magasin et pas des tailleurs de pierre ? Où était passée l'âpreté paysanne de mon père et l'innocence de ma mère, les yeux bruns et chauds de l'Italie ? Pourquoi ne parlaient-ils pas avec leurs mains au lieu de les laisser pendre comme des choses mortes pendant la conversation ? Où était passée la dévotion et l'obéissance typiquement italienne envers le père, l'amour clanique du foyer et de la famille ? Tout cela était parti en fumée. Ce n'étaient pas mes enfants. Ils étaient simplement 4 graines égarées dans quelque obscure trompe de Fallope. C'étaient ses enfants à elle, les derniers rejetons d'une souche anglo-germanique arrivés en Californie après avoir vécu dans le New Hampshire et en Allemagne, tous des protestants. Je trouve que alors ça, c'est vraiment Fante, quoi. Ça veut dire, il en veut à ses enfants, il ne les reconnaît pas, il ne rêve que d'une chose, c'est de l'Italie, de son père, le maçon. Je trouve ça très très drôle de ne pas reconnaître ses enfants, de voir des enfants qui ne sont pas des Allemands et pas des Italiens. Et vous avez gardé cette référence aux origines, aux racines de John Fante. Le point de fuite dans le film aussi, c'est Rome. On en reparle, on y revient dans quelques instants avec vous, Yvan Attal, notre invité jusqu'à 12h30, à l'occasion de la sortie en salle mercredi de votre film Mon chien stupide. Troisième collaboration avec le pianiste américain Brad Mehldau, compositeur de la musique de votre film, Chien stupide, Mon chien stupide. Après, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et ma femme est une actrice. Là, c'est pas un extrait de la bande originale du film, qui est par ailleurs aussi dans les bacs, sorti, qui sort en même temps que le film en salle ce mercredi, mais un extrait de son nouvel album à lui. Finding Gabriel, c'était en mai dernier. Il sera en concert le 21 novembre au Théâtre Auditorium de Poitiers. Brad Mehldau. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Yvan Attal, un bon roman ne fait pas forcément un bon film. J'imagine que vous signez à cette idée-là. Ce livre-là, Mon chien stupide, il a tout de suite fait naître des images en vous quand vous l'avez lu. Vous saviez que vous pourriez l'adapter ? Oui, en fait, quand je l'ai relu, bon, évidemment, on me l'avait proposé, je l'ai déjà dit, il y a 20 ans, ce film, et j'étais passé à côté, pour des raisons évidentes de maturité, on va dire. En tout cas, je ne vivais pas encore
depuis 20 ans avec la même femme, j'avais pas 3 enfants à l'époque, mais quand ce livre est revenu, je l'ai beaucoup mieux compris. Mais effectivement, comme je l'ai mieux compris et qu'il me parlait beaucoup, les images et les scènes et le film m'est apparu de manière assez claire, oui. Qu'est-ce que vous avez choisi de mettre de côté? Parce que Oh, l'adaptation est assez fidèle, mais elle n'est pas littérale, hein, loin de là. non, mais le livre se passe dans les années 60 aux États-Unis, donc forcément il y avait une adaptation due d'abord à la géographie et puis à l'époque. Donc le livre est aussi, malgré la critique de sa famille, de sa femme, de ses enfants, etc., et de la déclaration d'amour pour sa femme et ses enfants, c'est quand même une critique de l'Amérique de cette époque aussi. Mais en même temps, il y a des thèmes développés qui seraient encore totalement d'actualité. Sa femme dans le livre est très très raciste. On aurait très bien pu dépeindre une femme raciste aujourd'hui chez nous, hein, ou à notre époque. Mais bon, ça phagocytait complètement le vrai sujet. La littérature, c'est un autre rythme, on peut faire des digressions, etc. Un film, quand même, il faut se concentrer sur un propos et tenir ce sujet quand même jusqu'au bout. Parler de racisme, c'est un sujet en soi et ça n'avait plus de place dans ce film. Donc il y a comme ça 2-3 choses laissées de côté qui m'ont un tout petit peu questionné, parce que je me suis dit quand même que l'esprit de Fanté, c'était aussi cet esprit politiquement incorrect. Et donc j'avais un tout petit peu peur, en laissant comme ça 2-3 choses de côté, de perdre cet esprit de Fanté. Mais je crois qu'on se rattrape avec les enfants. De la Californie au Pays Basque, c'est un peu plus qu'un changement de décor. Vous l'évoquiez aussi, on fait un saut dans le temps. Ça, c'est peut-être un signe aussi des temps, avec un esprit français qu'on retrouve quand même à l'écran. Restituer un climat, c'était peut-être ça votre priorité, Yvan Attal, une lumière, une saison, un bout du monde, un monde à soi. Que symbolise pour vous la maison de John Fante et la vôtre dans ce film? Est-ce qu'elle est à l'image du subconscient ou de l'inconscient de Henri, de l'écrivain? Je pense que c'est la volonté de s'isoler, c'est la volonté de refuser un monde à un certain moment. Ce monde que Dan Fante reproche à son père, d'ailleurs, dans l'extrait que vous nous avez passé. Ça veut dire un écrivain qui a eu un succès et qui décide de ne pas vouloir rester dans ce petit monde littéraire, de s'isoler, de partir, et en fait de se construire une prison dorée, à lui, sa femme et ses enfants, quoi. En fait, voilà ce qu'est cette maison. Elle incarne cette famille complètement, la famille seule au milieu de nulle part, avec elle-même. Et ça, vous avez eu, vous, besoin d'avoir aussi ces lignes de fuite, de partir dans des moments de votre vie? Absolument, je n'ai envie que de ça, d'ailleurs. C'est l'envie qui est importante ou c'est le passage à l'acte? Il Mais faut les partir deux. pour se retrouver? Mais des fois je le fais. Ça veut dire qu'il y a des moments où j'en ai envie. Évidemment, on peut pas faire ce qu'on a envie tout le temps, mais il y a quand même 2-3 fois où on peut se dire, on peut s'accorder 2-3 choses. Parce qu'effectivement, moi j'ai aussi une femme et des enfants. Donc partir, ça implique de les laisser quand même. Et que, encore une fois, quand on a des enfants, c'est un grand engagement. On n'est plus totalement libre de faire tout ce qu'on veut faire quand on veut le faire. Vous n'arrivez pas à écrire, à créer quand vous êtes avec eux? Ah, mais maintenant, ils vont à l'école, donc toute la journée. C'est assez long, les journées d'école, pour me laisser assez de temps pour écrire quand même. Il écrit, John Fante, dans Mon chien stupide, c'est presque la fin du livre, Rome. Rome qui est dans les derniers mots. Par-delà la maison, j'ai regardé l'horizon bleu de la baie, scintillant dans le soleil. Un 747 vrombissait au loin en décrivant un large cercle au-dessus de la mer avant de retourner vers le continent pour se diriger vers l'est. Chicago, New York ou peut-être Rome. Mes yeux sont descendus vers le toit blanc de la maison en forme de Y, vers les rideaux d'organdi de la fenêtre de Tina, vers les branches du grand pin Ponderosa qui abritait toujours les restes de la cabane aérienne construite par Dominique quand il était enfant. Puis mon regard s'est déplacé vers le pare-choc rouillé de la voiture de Denis qui dépassait du garage et au-dessus, vers le filet en loques fixé à l'anneau de basket de Jamie. Soudain, je me suis mise à pleurer. Voilà ce qu'écrit John Fante. Rome est présent aussi dans votre film, Yvan Attal. Quelle symbolique acquiert pour vous la ville de Rome? Pour lui, pour John Fante, ce sont les racines. Vous le disiez, il est fils d'immigrés italiens. Oui, pour lui, c'est vraiment retrouver ses racines. Donc, je ne savais pas comment, et je trouvais ça très, très important de garder cette notion, mais c'était très difficile dans notre France aujourd'hui, parce que comment incarner un italo, un franco-italien, c'est très compliqué. Donc
Donc j'ai trouvé une astuce, je me suis dit que peut-être pour parler d'un monde d'ailleurs et non plus des racines, autant raconter que ce livre avait été écrit à la Villa Médicis, à Rome, et que pour lui, ce livre étant un succès, avait été un succès et donc resterait un énorme souvenir. Et il a envie de retrouver Rome comme il a envie de retrouver le succès, comme il a envie de retrouver ses amours passés et sa vie d'avant. Donc pour moi, Rome, dans le livre, dans le film, je veux dire, dans l'adaptation, c'est la manière qu'on a trouvé de revenir à Rome. Mais évidemment, on a fait l'impasse sur les racines. Parce que comment parler de ce Henri aujourd'hui, il serait quoi? Il serait un Italien? Ça raconte pas grand-chose, la communauté italienne aujourd'hui en France, c'est pas comme en Amérique. De toute façon, en Amérique, c'est un pays où vraiment les communautés... On est américain, mais on vient de quelque part. Ici, on est français. Voilà. Et on vient de nulle part. On vient souvent de plein d'endroits, mais c'est compliqué de raconter quelque chose dans les films quand c'est pas le propos. C'est un gros problème. Quand je regarde un film de Woody Allen ou d'autres d'ailleurs, l'histoire n'a rien à voir avec ça, mais les personnages sont juifs par exemple, ou ils seraient italo-américains dans d'autres films. Et en France, je pense que ça tout d'un coup, ça prend énormément d'importance. Plein de gens vous disent mais on va pas pouvoir s'identifier, etc., etc. Donc je pense que parler des origines des gens dans notre pays, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est quand même vos origines que vous mettez à l'écran, Yvan Attal, dans ce personnage. Ah bah non, je crois pas. Dans ses gestes, dans ce phrasé. Oui, mais elles sont très proches de l'Italie, mes origines. Voilà. C'est ailleurs, en tout cas, il est quelque part. Merci beaucoup à vous, Yvan Attal, d'avoir été avec nous dans cette première partie de la Grande Table. Votre film, Mon chien stupide, avec notamment Charlotte Gainsbourg, est à l'écran ce mercredi partout en France. Merci. France Culture, l'esprit d'ouverture.